Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique qui parle aujourd'hui du processus électoral. Le Burkina Faso est dans une transition comme certains pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit en Guinée ou au Mali. Et il y a aussi l'expérience de ces pays qui ont traversé des crises mais qui ont réussi à tenir de bout en bout le processus électoral jusqu'à son achèvement. Dans notre contexte, comment est-ce que les choses se passent? C'est vrai que le Burkina Faso vient de sortir d'un séminaire international, un séminaire sous-régional d'ailleurs sur ce processus-là. Et aujourd'hui, Monde Politique parle du processus électoral. Quoi qu'il en soit, anticipation ou pas, c'est vrai que c'est dans près de 17 mois que nous aurons nos élections, mais ça n'empêche pas que l'on se prépare dès maintenant. Et aujourd'hui, nous recevons un homme politique, professeur titulaire de droit politique, de droit public et de sciences politiques. Il a été ministre, il a été président de parti, consultant sur plusieurs sujets. Lui, c'est le professeur Augustin Loada, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez aujourd'hui la casquette de l'expert électoral. Vous l'avez mené sur plusieurs pays jusqu'à Nouvelle-Calédonie. Vous avez été chargé de conduire une étude commanditée par AFS. C'est pour cela que nous parlons dans le cadre de cette émission, pour voir également les expériences qui ont marché en Afrique au niveau du Sahel. Donc, je rappelle que AFS, c'est l'International Foundation for Electoral Systems. C'est un organisme américain qui a été le commanditaire de cette étude. Alors, vous êtes également professeur, comme je l'ai dit, de droit public et de sciences politiques à l'Université Saint-Thomas d'Aquin-Usta et à l'Université Saint-Dominique de l'Afrique de l'Ouest, USDAO. Alors, nous avons appris également que vous avez, pour commencer, on va commencer par ça, vous avez quitté la fonction publique burkinabé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste le couronnement d'un parcours. Est-ce qu'il y a eu une explication réelle à ça? Oui, comme vous l'avez dit, c'est le couronnement d'un parcours, parce que j'ai exercé mes fonctions de professeur à l'université de Ouagadougou et ensuite à l'université Thomas Sankara. Et je cumule au total 27 ans d'années de fonction publique. J'ai dû quitter la fonction publique parce que le barreau a exigé que il y ait une démission préalable avant de me réinscrire au tableau de l'ordre des avocats. C'est une formalité à laquelle j'ai dû me plier, tout simplement. Voilà. D'accord. Bon, là, il faut préciser pour ceux qui nous suivent à la radio et à la télévision qu'il y a je pense que c'est l'harmonisation des procédures au niveau du barreau de l'Afrique de l'Ouest, notamment la zone francophone, qui permet que les professeurs titulaires, vous puissiez vous inscrire au barreau, mais apparemment au niveau du Burkina, ça ne passe pas bien. Pourquoi? Il y a effectivement un règlement de l'UMOA qui harmonise la profession d'avocat dans l'espace UMOA. Il se trouve que les agrégés des facultés de droit peuvent directement accéder à la profession sans nécessairement, sans passer par la voie normale qui est le CAPA et ensuite les stages, etc. Je crois que cela dépend des législations nationales parce que, comme vous le savez, dans certains pays, la fonction de professeur d'université est jugée compatible avec la profession d'avocat. Apparemment, ce n'est pas l'interprétation qui a prévalu au Burkina Faso. Donc, en la matière, les pratiques sont également harmonisées au niveau de l'espace UMOA parce qu'effectivement, il y a des pays où il n'y a pas d'incompatibilité entre les professeurs d'université en droit et la fonction la profession d'avocat et la fonction d'enseignant universitaire, particulièrement en droit. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui explique cette disparité, puisque d'ailleurs ils sont harmonisés au plan... Oui, c'est peut-être une insuffisance qu'il faut corriger, parce que l'idée c'est d'harmoniser. Ça veut dire que en principe on devrait avoir les mêmes pratiques, les mêmes interprétations, mais je constate que les interprétations sont divergentes parce que l'harmonisation laisse subsister quand même les législations nationales, et c'est peut-être à ce niveau-là que dans le cas du Burkina, il y a des interprétations qui sont pas nécessairement celles des concernés, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est l'ordre, je dirais, qui a la qualité d'interprète authentique, et donc c'est son interprétation qui a prévalu. Je sais que
Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Mais bon, pour moi, ce n'est pas un problème. Oui, mais vous avez attaqué, puisque vous n'êtes pas seul, il y a d'autres professeurs agrégés en droit, le professeur Soma, le professeur Sini, vous avez attaqué. Aujourd'hui, quelle a été l'issue sur le plan judiciaire? Je pense que l'affaire doit être probablement en cassation. Mais bon, pour moi, comme je l'ai dit, ça n'a pas été un obstacle dirimant pour moi. Donc, après 27 ans de carrière en fonction publique, je continue d'enseigner, mais bon, pour moi, c'est une formalité à laquelle j'ai dû me plier sans difficulté particulière. Donc maintenant, vous rejoignez le barreau? Mais en fait, j'ai prêté serment depuis 2016. Oui, mais comme c'était bloqué. Oui. Bon, c'est réglé. C'est réglé depuis janvier, dès lors que j'ai transmis au Conseil l'acte de démission. Je pense qu'il n'y a pas eu de difficulté à leur niveau. Donc on conclut que dans votre présentation, en plus de dire professeur Loada, il faut ajouter maître Loada maintenant. Oui, mais vous m'appelez comme vous voulez. D'accord. Monde politique se poursuit avec notre invité. Vous qui nous suivez à la radio Watt FM et à la télévision Truth TV, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission. Nous allons parler d'élections. Vous avez été consultant pour une étude commanditée par l'AFS. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur cette organisation qui a commandité l'étude? Oui, je pense que AFS est une organisation, je dirais, américaine, puisque son siège se trouve aux États-Unis, qui intervient dans le domaine des élections. Et je crois savoir, avec l'appui de l'USAID, ils ont décidé d'appuyer le Burkina pour que le Burkina puisse organiser des élections sécurisées dans le contexte de la transition. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'ils ont essayé de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale un document de recherche qui fait un peu le tour d'horizon des pratiques, des expériences variées dans le monde en matière de sécurisation des élections. C'est vrai que le contexte du Burkina est particulier, mais il y a bien d'autres pays qui ont dû organiser des élections dans un contexte sécuritaire assez difficile. Et je pense que le but de AFS était de mettre à la disposition du Burkina toutes ces expériences-là pour que les Burkinabés puissent s'en inspirer pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent à eux lorsqu'il s'agit d'organiser des élections. Alors donc l'étude a concerné plusieurs pays, mais c'est seulement le cas du Burkina. Disons que non, comme je l'ai dit, l'étude couvre divers pays, donc des expériences variées. Donc c'est un peu partout dans le monde. Une première recherche avait été effectuée par le centre de recherche de AFS qui est basé aux États-Unis et donc qui relate un peu l'expérience des différents pays africains, non africains. Et ce qu'ils m'ont demandé, c'est de contextualiser l'étude. Et notamment, nous avons dû mener des recherches pour ce qui concerne les pays africains en particulier, les pays d'à côté, le Nigeria, le Niger, le Mali, et puis la RDC aussi, ce qui a permis effectivement d'africaniser en guillemets le produit qui était déjà disponible. D'accord. Alors, mais concrètement, c'était pour voir si c'est faisable ou pas, ou quelle expérience tirer. Concrètement, c'était sûr. Non, comme je disais, le Burkina n'est pas le seul pays qui est confronté aux défis sécuritaires. Que ce soit la RDC, que ce soit le Niger, le Mali ou le Nigeria, tous ces pays-là ont dû organiser les élections dans un contexte sécuritaire difficile. Voilà. Comment ces pays se sont arrangés en quelque sorte pour relever ce défi, c'était un peu l'un des objectifs de l'étude, comprendre un peu les stratégies qui ont été développées pour organiser des élections dans un contexte sécuritaire difficile. C'était le but principal de la recherche. D'accord. Alors, vous avez conclu à quoi? Il y a des expériences qui pourraient peut-être inspirer les Burkinabés. Il y a des stratégies qui ont été développées qui portent plus ou moins directement sur les acteurs du processus électoral, les parties prenantes,
sur le processus électoral proprement parlé. Et puis il y a des stratégies qui concernent l'environnement dans lequel ces élections sont organisées, parce que une chose c'est de sécuriser le personnel électoral, le matériel électoral, les parties prenantes. C'est autre chose de créer un environnement favorable à l'expression démocratique, parce que vous pouvez sécuriser le matériel, vous pouvez sécuriser le personnel électoral, mais si à l'extérieur l'environnement n'est pas pacifique, vous ne pourrez pas déployer votre matériel et le personnel électoral non plus ne pourra pas être déployé. Voilà, donc il y a des stratégies qui concernent ces deux axes-là. D'accord, les pays n'ont pas les mêmes expériences ou les mêmes niveaux de crise, et quand vous avez effectivement, vous êtes penché dans le cadre de ce travail-là, le cas burkinabé est similaire à quel pays? Dans les pays que vous avez... Oui, effectivement, les contextes sont assez différents. Par exemple, si vous prenez la RDC, les conflits, les violences qui sévissent dans ce pays-là sont plus ou moins localisés à l'Est. Voilà. Alors que dans là, c'est circonscrit dans une zone bien donnée. Voilà. Et les acteurs armés sont connus. Voilà, c'est un peu différent. Enfin, je ne sais pas. Bon. Mais dans le cas du Burkina, on dit hommes armés non identifiés. Bon, je pense qu'il faudrait quand même mettre des noms sur ces groupes, parce que ça fait quand même au moins 6-7 ans qu'ils nous attaquent. Et si jusqu'à présent, on n'a pas encore pu mettre des noms, c'est quand même assez compliqué. Donc, en RDC, c'est assez localisé. Et si vous prenez le Nigeria aussi, c'est assez localisé. Encore que au Burkina, il y a aussi le phénomène du banditisme entre guillemets qui sévit un peu partout au Nigeria, et en particulier dans le sud. Et puis il y a le centre aussi où il y a les conflits éleveurs, agriculteurs, etc. Et puis bon, il y a des pays voisins qui présentent une situation sécuritaire relativement comparable à celle que nous vivons au Burkina. Je pense en particulier au Niger et au Mali. D'accord. Maintenant, le débat, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, qui disent que pour le moment, tout ce qui est élection, il faut laisser tomber, reconquérir le territoire avant maintenant de pouvoir en parler. Est-ce que vous êtes de cet avis après avoir mené cette étude-là? D'abord, moi, je constate qu'il y a deux illusions qu'il faudrait travailler à écarter progressivement dans ce pays, et peut-être même au-delà dans beaucoup de pays africains. L'idée qu'on puisse faire la démocratie sans les élections. Ouais. C'est-à-dire faire la démocratie sans les élections. Oui, il y a des gens qui trouvent que les élections sont un problème en Afrique. Ils n'ont peut-être pas tort, mais en même temps, ils restent attachés à la démocratie. Moi, je veux bien comprendre quelles sont les alternatives qu'on nous offre ici. C'est soit la cooptation comme mode de désignation des dirigeants, soit la succession dynastique, ou alors c'est le coup d'État. Et Dieu seul sait combien ces coups d'État retardent l'Afrique. Voilà. Que ce soit en matière de développement démocratique, que ce soit en matière de développement économique. Donc, ou le tirage au sort. Bon, à l'échelle d'une nation, c'est quand même impraticable. Dans une unité politique relativement réduite, on peut le comprendre. C'est vrai que dans l'Antiquité, on y a eu recours, mais vous savez très bien que les cités grecques où on utilisait le tirage au sort, c'est quand même des unités relativement réduites. Donc, jusqu'à présent, je ne vois pas bien comment la démocratie pourrait se faire sans les élections. Puisqu'il faut bien désigner les dirigeants. Oui, parce que l'élection, la première fonction d'une élection, c'est désigner. Et comme son étymologie l'indique, éligere, c'est choisir. Voilà. Donc choisir les dirigeants. Donc moi, je ne vois pas comment on pourrait choisir les dirigeants de manière pacifique autrement que par les élections. Voilà. Parce qu'on sait très bien comment les coups d'État peuvent avoir des conséquences néfastes sur le développement démocratique et sur le développement économique et social. Voilà. Deuxième illusion, vouloir faire les élections sans les partis politiques. Voilà. Ça aussi, je constate que dans beaucoup de pays, les partis n'ont pas bonne presse, mais l'Afrique n'en a pas le monopole. Hier, je lisais la presse,
il y a je crois, une sénatrice démocrate qui a décidé de quitter le parti démocrate. Ça se passe aux États-Unis parce que elle disait qu'elle en avait un peu marre du système de parti en vigueur, qui fait que c'est soit on est démocrate, soit on est républicain, alors que bon, on peut être l'un et l'autre à la fois sur certains sujets. Voilà. Donc c'est pas qu'au Burkina qu'il y a la critique anti-parti politique. Alors le gros problème, c'est que si les partis politiques n'existent pas, comme on le constate au Burkina Faso, on laisse la place à toutes sortes de groupuscules qui sont parfois porteurs de valeurs qui ne sont pas les nôtres, en tout cas des valeurs largement partagées. Voilà. Et donc je pense que vouloir faire la démocratie, les élections sans les partis politiques ne peut que nous conduire à des dérives. Voilà. Cela dit, je comprends très bien que la priorité des priorités actuellement, c'est la sécurité. Voilà. Il n'y a aucune activité humaine qui puisse se dérouler efficacement dans un contexte d'insécurité. Voilà. Donc, de ce point de vue, les élections n'échappent pas au principe. Voilà. Donc, il faut un environnement sécurisé, voilà, pour que les élections puissent se dérouler. Mais de là à dire, il faut d'abord la sécurité. Ensuite, je pense que c'est cette façon de voir qui n'est pas correcte. Nous sommes le week-end aujourd'hui. Vous pouvez à la fois faire la lessive et faire la cuisine et je sais pas, faire autre chose encore. C'est un travail de planification. Donc, ce ne sont pas des tâches continues. On peut en même temps s'attaquer résolument, et quand je dis s'attaquer résolument, c'est employer toutes les ressources disponibles. Et Dieu seul sait que ce pays recèle de ressources. Quand je dis ressources, ce n'est pas seulement des ressources matérielles, mais ressources humaines. Donc s'attaquer résolument à la sécurité physique des Burkinabés, ça c'est la priorité des priorités. Mais cela n'empêche pas du tout de commencer à planifier demain. Parce qu'on sait que tôt ou tard, cette transition, elle prendra fin. Parce qu'il y a des engagements qui ont été pris en la matière. Et je suppose que ces engagements seront respectés. Donc, tôt ou tard, la question électorale s'invitera sur l'agenda politique. Et en matière d'élection, on ne se lève pas du jour au lendemain, à 6 mois, pour commencer à planifier. Non, c'est trop tard. Donc, comme on l'a dit lors du débat dans le cadre du séminaire, ni trop tôt, ni trop tard. Donc, il faut choisir le bon timing. Et donc, c'est bon déjà qu'on en parle, parce que tôt ou tard, on en parlera, pour voir quelles sont les meilleures stratégies possibles. Et justement, le but de l'étude qui a été conduite, c'est de montrer à la commission électorale, de montrer aux autres parties prenantes, parce qu'il n'y a pas que la commission électorale qui est concernée, ce sont aussi les partis politiques qui sont concernés, ce sont aussi les organisations de la société civile impliquées dans les élections qui sont concernées, ce sont aussi les électeurs. Chacun doit jouer sa partition pour que l'environnement soit sécurisé. Donc, je pense qu'il y a des expériences des pays qui ont réussi à faire en même temps. Donc nous également, nous pouvons également, tout en nous attaquant résolument à l'insécurité, commencer à planifier, commencer à penser. Je comprends très bien les critiques qui sont adressées vis-à-vis du système démocratique, vis-à-vis des élections, vis-à-vis des partis politiques. Mais comme a dit Churchill, la démocratie, c'est le pire. Voilà, le régime démocratique, c'est le pire. C'est le pire, à l'exception des autres. Voilà. Donc, il faut faire avec, parce que c'est ça qui nous permet de tenir ensemble, comme nation. Des valeurs démocratiques qui sont partagées, valeurs de tolérance, de liberté, etc. C'est ça qui fait que nous pouvons nous supporter mutuellement, quand bien nous sommes différents. Voilà. Donc pour moi, le système démocratique, jusqu'à preuve du contraire, et je pense même que nous en avons la preuve, nous avons expérimenté des régimes autoritaires qui ont conduit à des abus, à des dérives, à des assassinats. Et je pense à Norbert Zongo, dans quelques jours, ça va être la commémoration de son assassinat. Donc, je pense que nous avons tous intérêt à nous battre pour le système, pour maintenir le système démocratique. Cela dit,
c'est un système qui dysfonctionne dans nos pays africains, d'où la nécessité de faire des réformes démocratiques aussi. Et moi, je pense que c'est un des axes qui doit être prioritaire dans cette transition, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Parce que s'il s'agit d'organiser des élections pour refaire ce qu'on a vu antérieurement, je crois que les Burkinabés ne sont pas intéressés à ces jeux-là. D'accord. En tout cas, la tendance est de dire que ceux qui insistent d'ailleurs pour qu'on aille aux élections, ce sont les hommes politiques et qui ont créé tous ces problèmes-là, alors que, comme vous dites, en la matière, c'est ni trop tôt ni trop tard, il faut le faire, il faut préparer. Donc, il y a ce discours-là, effectivement, qui tend à vider l'homme politique, d'ailleurs, du débat, qui est également un débat politique. Est-ce que ce débat s'est invité au niveau du séminaire ? Non, je pense que le séminaire était relativement focalisé sur la sécurité du processus électoral. Mais cela dit, la question que vous soulevez est pertinente parce que moi je suis un citoyen de ce pays, donc j'ai un point de vue par rapport à la question que vous soulevez. Écoutez, les hommes politiques, les partis politiques ont certainement une part de responsabilité. Mais ils ne peuvent pas être les seuls responsables de la situation dans laquelle nous vivons. Voilà. Je pense que dans ce pays, les acteurs ne jouent pas leur rôle. Chacun a tendance à indexer l'autre sans se regarder. Bien sûr que les partis politiques ont une responsabilité, mais ils ne peuvent pas être les seuls à faire fonctionner un système démocratique. Ce sont les citoyens aussi qui animent les partis politiques. Les partis politiques n'ont pas des militants extraterrestres, ce sont des Burkinabés, ce sont des citoyens. C'est vrai qu'il y a des abus qui sont commis au niveau des partis politiques, mais qui est au centre de ces abus? C'est avant tout l'individu, et l'individu, c'est l'individu burkinabé. Donc il faut interroger aussi la citoyenneté dans ce pays. Est-ce que les citoyens jouent leur rôle? Voilà. Nous avons les partis politiques que nous méritons. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement indexer les partis politiques. Et quand bien même les partis politiques seraient responsables, il y a des partis qui étaient en responsabilité. Donc, avant tout, ceux qui étaient au pouvoir. Voilà. Par rapport à ceux qui n'étaient pas au pouvoir, même si de part et d'autre, il y a une circulation des élites. Ensuite, puisque tout le monde fait référence à la situation sécuritaire, mais ce n'est pas les partis politiques qui ont pour mission d'assurer la sécurité du territoire et des habitants qui y résident. Ce sont les forces de défense et de sécurité dont la mission première, c'est de garder nos frontières, défendre nos frontières, assurer la sécurité à l'intérieur de ces frontières-là. Donc, s'il y a des responsabilités à partager, je pense aussi qu'il faut savoir être équitable, il faut savoir être juste dans l'imputation de la situation dans laquelle nous sommes. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. D'accord, oui, il y a eu l'expérience des autres pays, pour revenir dans le sujet. Au niveau de la RDC, vous dites que là-bas, les foyers de tension sont bien localisés. Dans d'autres pays, comme le Burkina, c'est des attaques qu'on attribue à des hommes armés non identifiés. Au Mali, le Mali aussi a organisé ses élections dans un contexte d'attaque terroriste, différemment de la rébellion au niveau de la RDC. Comment est-ce que le Mali, dans le partage d'expériences pour être concret, avait réussi dans ce contexte-là qui n'était pas aussi simple à la fin de la transition qui avait été conduite par Dioncounda Traoré? Quand je regardais la situation du Mali, il y a des choses intéressantes qui peuvent inspirer. Il y a d'abord le fait, c'est vrai qu'au Burkina aussi on a expérimenté certaines choses qu'on a trouvées. Oui, tout à fait. Par exemple, la mise en place d'une sorte de comité, de commission composée d'acteurs divers intéressés par la sécurisation du processus électoral. Bien sûr, l'organisme de gestion des élections au centre, ensuite les forces de défense et de sécurité, toutes les branches, les partis politiques, les organisations de la société civile. Tous ces acteurs-là sont concernés
par la sécurisation du processus électoral. Donc, il est bon, en tout cas, ça a été le cas au Mali, c'est aussi le cas du Burkina, parce qu'on a vu pour les élections de novembre, il y a eu cette commission chargée de la sécurité du processus électoral qui a regroupé différents acteurs, etc. Donc, c'est bon de coordonner les différents acteurs qui sont concernés par la sécurisation du processus électoral. Et surtout, les former. Voilà. Et je pense que dans le cas du Mali, c'est une chose intéressante que j'ai vue, c'est que non seulement ils ont formé les acteurs, notamment les forces de défense et de sécurité, parce que, bon, les élections, c'est quand même un domaine technique, il faut former les acteurs, leur expliquer quelles sont les règles, les procédures, etc. Et en plus, il y avait à la disposition des agents une sorte de guide pratique sur comment faire face à telle ou telle situation, tout en restant respectueux des prescriptions du code électoral, tout en étant respectueux des droits fondamentaux, des droits de l'homme plus généralement. Donc, une bonne formation des acteurs, mettre à leur disposition une sorte de guide pratique. Je pense que ça, c'est une bonne expérience, une bonne pratique dans le cas du Mali. Mais on sait très bien que malgré le déploiement des forces de sécurité, certains bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir parce que effectivement certaines zones étaient difficiles d'accès à cause de l'insécurité, de la prédominance des groupes armés. Mais ils ont pu quand même tenir les élections dans un maximum de bureaux de vote, ce qui leur a permis évidemment de proclamer les résultats. Bon, avec le dénouement qu'on a vu par la suite, c'est là où la question des réformes pour que les élections prennent du sens dans nos pays, c'est une question fondamentale pour moi qu'on ne doit pas écarter, parce que c'est vrai, les élections sont le mécanisme privilégié de désignation des gouvernants, mais il faut qu'on s'assure que les élections se tiennent en respectant un minimum de règles du jeu pour que ces élections-là aient du sens, en termes de transparence, en termes de sincérité surtout, parce que nous savons très bien dans nos contrées, l'argent a perverti les élections de telle sorte que on peut avoir désigné de manière transparente des candidats tout à fait incompétents. Pour ceux qui nous suivent à la radio, notre invité du jour, c'est M. Augustin Louada, professeur de droit public et de sciences politiques. On se rappelle qu'il a été ministre de la fonction publique, président de partis politiques, il est consultant sur plusieurs sujets. Actuellement, il enseigne au niveau des universités de l'USTA et de l'USDAO. Donc, nous poursuivons notre émission. Effectivement, vous avez dit que ce qui est important, ce sont les réformes, parce que le Mali a organisé, sous la transition conduite par Dioncounda Traoré, une élection, et après, sous Ibeka a été élu, qui a organisé également une élection, mais on sait également comment est-ce que les choses se sont avérées par la suite. Donc, il y a là aussi la question des réformes à prendre en compte en situation de crise. Quels sont les axes sur lesquels ces réformes doivent intervenir pour garantir un scrutin sécurisé, mais accepté, qui n'enclenchera pas une autre crise après la crise, l'année dans la transition? Mais avant de répondre à la question, moi je pense qu'un aspect très important aussi qui entre en ligne de compte dans les stratégies de sécurisation des élections, c'est le dialogue. Okay, il faut absolument que les parties prenantes dialoguent. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, les partis politiques, les parties prenantes elles-mêmes peuvent devenir des sources d'insécurité, voilà, sur les règles du jeu. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait un dialogue sur les règles du jeu. Voilà. Des règles du jeu renouvelées, parce que nous le savons, au niveau de l'organisation même du processus électoral, il peut y avoir des réformes à opérer au niveau de l'organisme même de gestion des élections. Voilà. Je sais que dans le cas du Burkina, il y a des discussions que je suis un peu de loin sur la question de la commission électorale, compte tenu du fait que bon, les partis politiques n'ont plus le droit de citer, est-ce qu'il ne faut pas recomposer, etc. Mais si on veut
je pense qu'un des acquis du débat qui a été mené lors du séminaire, c'est l'importance de la stabilité des institutions qui doivent conduire le processus. Parce que vous savez que la transition doit se dérouler dans un laps de temps. Donc si on doit encore recomposer les équipes, les reformer, de manière à ce que les acteurs puissent s'approprier même de leur rôle, je pense que cela nous fait perdre du temps. Et en plus, il a été souligné qu'une fois qu'ils sont désignés à la tête dans l'organisme de gestion des élections, les commissaires ne sont plus des représentants de partis politiques, des organisations, non, parce qu'ils ont prêté serment. Donc, ils doivent conduire le processus en toute impartialité, en toute objectivité, en toute indépendance. Maintenant, s'agissant des démembrements, on peut effectivement les actualiser puisqu'ils n'existent plus. Dès lors que les résultats ont été proclamés et qu'il n'y a pas d'élection dans les 6 mois qui suivent, ils ont vocation à disparaître. Donc, à ce niveau-là, on peut renouveler en prenant en compte les changements qui se sont opérés dans le système de partis. Donc, c'est peut-être pas le moment de recomposer le tout, mais il y a peut-être des réformes à mener pour que on ait véritablement un organisme de gestion des élections qui soit plus fonctionnel, plus efficace, plus indépendant. Voilà. Parce que, par exemple, sur la question des moyens, les commissions électorales dépendent toujours des moyens qui sont mis à la disposition par les gouvernements. S'il n'y a pas de moyens, elles ne peuvent pas travailler. Voilà. Et un autre aspect aussi, c'est au niveau du système de partis. Nous avons évoqué les griefs qui sont adressés vis-à-vis des partis politiques. On dit souvent qu'il y a une pléthore de partis politiques dans ce pays. Pourtant, nous avons une expérience en la matière. Je pense à la Troisième République qui avait refondé le système de partis sur la base du tripartisme. Voilà. Donc, il y a des solutions qui existent pour essayer de rationaliser le système de partis. Je pense qu'il y a quand même un début de consensus sur cette question, sur la nécessité de rationaliser. Maintenant, il y a la question même de la sélection des compétences des candidats. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde la gouvernance interne des partis politiques. Comment on peut regarder? Oui. Je veux dire par là que si on se contente de réformer le système de partis uniquement à partir du nombre, en réduisant, en rationalisant le nombre de partis politiques, sans s'intéresser, je dirais, à la cuisine interne des partis politiques, on risque... Est-ce qu'on peut intervenir? On peut s'intéresser à la cuisine interne? Oui. Il faut fixer des règles, règles de gouvernance. Par exemple, sur le financement des partis politiques, sur la sélection même des candidats, parce que s'il n'y a pas de règles minimales qui permettent de faire en sorte que les systèmes de partis puissent produire des candidatures de qualité. Vous allez avoir toujours un problème de qualité du leadership dans notre système de gouvernance. Et je pense qu'une des insuffisances de notre système démocratique, c'est celui-là. C'est-à-dire que nous ne mettons pas en place les mécanismes appropriés pour que cela débouche sur un leadership de qualité. C'est-à-dire des gens qui ont une vision pour leur pays et qui sont prêts à travailler d'arrache-pied pour concrétiser cette vision-là pour le bénéfice. C'est-à-dire ces règles, on peut au niveau républicain les élaborer et faire en sorte que les partis politiques à l'intérieur puissent les prendre en compte. Oui, si vous regardez déjà notre charte des partis politiques, il y a des règles, mais elles ne sont pas suffisantes pour garantir une gouvernance démocratique au sein des partis politiques. Voilà. Et je dirais aussi une gouvernance qui permette aux partis politiques de ne pas être des instruments en soi, mais des instruments pour le peuple, des instruments pour le développement. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut faire en sorte que la fonction programmatique, par exemple, des partis politiques soit effectivement prise en charge. Parce qu'un parti politique qui n'est pas capable de produire un discours sur le développement, sur les moyens de mettre en œuvre ce développement, on va aboutir aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Quand on regarde les systèmes démocratiques qui fonctionnent, je pense par exemple à des pays comme le Botswana, l'île Maurice, le Cap-Vert, je pense à un pays comme même l'Afrique du Sud. Vous avez suivi un peu l'actualité. Le président sud-africain, qui est, je souligne, qui n'est pas élu au suffrage universel direct, mais par le Parlement, c'est probablement le président le plus puissant en Afrique, mais il doit rendre des comptes à son parti.
il doit rendre des comptes à son parti. Oui, il doit rendre des comptes à son parti. Si le parti le débarque, c'est terminé. Voilà. Donc, il faut faire en sorte que le chef du parti ne soit pas l'alpha et l'oméga du parti qui ne rend pas des comptes. Et, voilà. Et qui désigne qui veut pour envoyer à quel poste. Et quand il devient président, on reproduit la même dynamique. C'est-à-dire que c'est lui qui est au début, c'est lui qui est à la fin. Bon, si ça se passe mal aussi, il faut qu'on demande des comptes. Voilà. Donc, faire en sorte que nous ayons des mécanismes qui permettent aux dirigeants, que ce soit dans les partis politiques ou dans les institutions de l'État, à rendre des comptes. Je pense que ça, ce serait une avancée en Afrique et au Burkina en particulier. Donc, je pense que le système de partis, il faut regarder de près, ne pas se contenter simplement de la réduction du nombre. Il faut que les systèmes de partis soient capables de produire un leadership de qualité à la tête de nos institutions démocratiques. Mais est-ce que la limitation des partis même est possible? Oui, vous savez très bien que sous la Troisième République, la Constitution avait consacré le tripartisme, c'est-à-dire qu'à l'issue des élections législatives de 1978, c'était les 3 premiers partis qui étaient reconnus, les autres étant dissous de plein droit. Voilà. Je ne sais pas si c'est une option qui est faisable dans le cas du Burkina. Mais c'est quelque chose qui peut être exploré. L'autre possibilité aussi, c'est de durcir les conditions de création des partis politiques de manière à les mettre en œuvre rétroactivement. Voilà. Donc, évidemment, en faisant les ajustements législatifs et voire même constitutionnels qui s'imposent pour ne pas connaître de débat sur les questions de rétroactivité, etc. etc. Donc, le système de partis, à mon avis, mérite vraiment des réflexions, des réformes profondes. Les élections elles-mêmes, nous en avons parlé tout à l'heure, je faisais référence au président sud-africain qui est élu au suffrage indirect. Chez nous, nous avons les élections municipales, nous avons les élections législatives, nous avons les élections présidentielles. Ça coûte extrêmement cher, sans pour autant garantir un résultat à la hauteur de nos espérances. Donc, on regarde dans certains pays, par exemple l'Afrique du Sud, on fait l'économie de l'élection présidentielle. Mais chez nous, on considère que le président doit avoir la légitimité la plus haute. Le président, voilà, c'est... Une onction populaire, une légitimité populaire. Oui, mais on peut l'avoir aussi indirectement. Le président des États-Unis, il est élu par un collège électoral qui s'est réuni en janvier, après les élections de novembre. Donc, pour moi... Ce qu'on appelle les grands électeurs. Oui, donc pour moi, ce n'est pas nécessairement l'élection au suffrage universel direct qui conduit à une démocratie de qualité. J'ai même tendance à penser le contraire quand je vois comment se déroulent les élections présidentielles au suffrage universel direct en Afrique. Donc ça, c'est une piste qui peut être explorée parce que ça nous ferait économiser non seulement de l'énergie, mais aussi des ressources pour une élection dont on peut se poser la question de l'utilité. Donc je pense qu'il y a quand même des pistes qu'on peut explorer pour réformer notre système démocratique, pour avoir un système démocratique qui réponde aux aspirations. Parce que, avant tout, les hommes politiques sont élus pour satisfaire des demandes qui sont exprimées par la population en termes de bien-être. Voilà. Donc c'est ça la finalité. Il ne faut pas perdre de vue cette finalité-là. Si on pense qu'on organise les élections pour les élections, si on fait la démocratie pour la démocratie, bien sûr, en soi, la démocratie c'est un idéal, mais si on perd de vue que la finalité c'est de rendre le peuple heureux, on risque de se retrouver avec un peuple en lutte contre le système démocratique lui-même. D'accord, effectivement, hein, le constat dans plusieurs pays africains, c'est qu'après les élections, c'est un autre combat qui commence pour que le président puisse tenir, non seulement élaborer sereinement des projets de développement. On a l'impression qu'on organise les élections pour les organiser, d'où effectivement ces réformes, mais aussi au plan local, même au niveau des élections, comment on appelle ça, la démocratie de proximité, comme on l'appelle, au niveau des collectivités, le nombre de conseillers est très élevé. Alors, est-ce que les réformes pourraient prendre en compte la diminution du nombre de conseillers municipaux au niveau des collectivités? Moi, je trouve qu'à la base, ce n'est pas un problème. Le nombre là aussi. Oui, je trouve que ce n'est pas un problème parce que
la démocratie de proximité a besoin d'élus proches. Voilà. Donc, en soi, ce n'est pas un problème. Surtout que, bon, le mandat des conseillers municipaux, en principe, c'est un mandat qui est gratuit, à la différence des élus nationaux, des députés. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Le gros problème de notre décentralisation, c'est que nous avons décentralisé l'état de notre système démocratique au niveau local. Voilà. Nous avons transféré ces problématiques-là au niveau local. Je pense par exemple à la question de la qualité du leadership, je pense à la question de la corruption locale. Vous voyez toutes ces affaires liées à la gestion du foncier, au lotissement. C'est vraiment symptomatique de la délocalisation de ce mode de production politique qu'on appelle le néopatrimonialisme, qui est très caractéristique du fonctionnement de nos systèmes démocratiques en Afrique. D'accord. Donc au niveau local, ça ne pose pas de problème. Maintenant, dans notre contexte, comment est-ce que, s'il faut organiser un suffrage indirect, comme en Afrique du Sud, comment est-ce qu'on procède au niveau des réformes? Bon, je n'ai pas de solution. Il faut passer par les députés ou bien il faut passer par les élus locaux pour en faire des grands électeurs, comme on le dit, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Ça me fait penser à une saillie du Premier ministre qui disait, qui parlait d'intellectuels paresseux, qui, oui, tout à fait. Voilà, peut-être qu'il n'a pas tout lu. Sinon, il y a des gens qui écrivent. Je pense par exemple à mon professeur de droit constitutionnel, Laurent Badou, qui a écrit l'alternative. Dans ce document, il présente un système dans lequel on part de la base vers le sommet. L'idée d'organiser à la base les élections municipales. Donc, rien n'empêche, par exemple, je crois les 18 000 ou 20 000 conseillers municipaux qu'on a de se réunir. Ils peuvent se réunir. Voilà, dans un stade où voilà, on peut le faire aussi de manière indirecte. Donc, pour désigner des élus nationaux qui, à leur tour, vont désigner un président. Donc, je pense qu'il y a toutes sortes de possibilités à la matière. Mais le gros problème en Afrique, c'est que nous avons peur de l'innovation. Nous avons peur de l'apprentissage. Et donc, on préfère ne pas prendre de risques. On est prisonnier de ce qu'on appelle la dépendance au sentier. C'est-à-dire qu'on a toujours fait comme ça, donc il n'y a pas de raison de changer. Je crois que c'est ça qui empêche véritablement l'innovation en matière d'ingénierie institutionnelle dans nos pays. Voilà. Je pense que rien n'empêche effectivement d'expérimenter, quitte à progressivement corriger les défauts de ce système, parce que j'ai un ami qui a attiré mon attention sur le fait que le gros problème avec le suffrage indirect, c'est que il est plus facilement manipulable. Voilà. Mais si on met en place des mécanismes qui permettent d'empêcher les achats de voix, les achats d'élus, la corruption, je pense qu'on peut avoir un système, je dirais, voilà, un système vraiment à l'échelle de nos pays, que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes de valeurs, etc. Oui, j'ai oublié aussi, il y a tout ce débat qui se mène autour de la charte du Mandé. Oui, tout à fait. Oui. Bon, sauf que moi, ce qui me dérange, c'est que quand vous parcourez cette charte, moi je trouve qu'elle est anachronique aujourd'hui, parce qu'elle a été conçue à un moment où, dans un contexte bien déterminé. Et puis d'ailleurs, les versions varient. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai eu affaire à cette charte du Mandé, c'était à Dakar lors d'une conférence donnée par, je crois c'est Djibril Tamsir, et j'avais été frappé par un passage de son ouvrage où il évoquait un personnage qui passait de concession en concession pour fouetter les jeunes qui, voilà, à une heure avancée de la journée, étaient encore en train de traîner dans les concessions au lieu d'aller travailler. Donc, ça veut dire quoi? Ce qu'on peut en retenir, c'est que le travail, c'est pas simplement un droit, c'est aussi un devoir. Voilà. Donc, si on devait appliquer ce principe-là ici, bon, tous ces gens ces jeunes gens qui sont assis là à ne rien faire parce que
ils n'ont pas réussi le concours de la fonction publique, ou personne n'est venu les chercher. Je pense que ces gens, on devrait les fouetter si on appliquait la charte du Mandé. D'accord. Monde politique avec le professeur Louada se poursuit. Nous parlons toujours réforme. Professeur, les élections organisées dans le contexte de crise coûtent cher, surtout pour des cas où c'est le suffrage direct, où tout le monde est appelé à aller aux urnes, et à la fin c'est une poignée d'ailleurs qui élit le nouveau président. Et il y a une autre challenge qui commence après. Mais le constat, c'est que ça coûte cher. Oui. Il y a le coût. Oui. Même quand on n'est pas en situation de crise, ça a un coût. Absolument. Donc, effectivement, en période, je dirais, en période normale, entre guillemets, les élections coûtent cher. Voilà. Parce que nous avons, depuis quelques années, sophistiqué les dispositifs. Parce que, justement, nous avons des problèmes. Et, par exemple, autrefois, c'était les urnes en bois, en contreplaqué, qu'on utilisait. Mais le problème, c'est que ces urnes n'étaient pas transparentes et donc il y avait des bourrages d'urnes. Voilà. Et compte tenu du fait qu'on voulait de la transparence, on a remplacé les contreplaqués qui étaient fabriqués localement par des urnes en plastique. Bon, je pense qu'on devrait pouvoir les fabriquer ici, mais je sais que pendant un certain temps, on les a importés. Voilà. Donc il y a le coût du matériel électoral. Voilà. Et les bulletins uniques. Voilà. Et parce que de plus en plus, bon, ça varie d'un pays à l'autre, mais moi j'ai vu des pays où la sécurité qui est mise dans l'impression des bulletins est proche quasiment de la sécurité des billets de banque. Et donc tout ça, ça coûte extrêmement cher, sans compter les enveloppes infalsifiables, entre guillemets. Donc nous avons la biométrie, nous avons sophistiqué l'organisation des élections, et c'est ça qui finalement revient extrêmement cher. Parce que, bon, les acteurs ne se font pas confiance, parce qu'on n'a pas encore intériorisé les règles du jeu, ce qui fait que, de part et d'autre, on multiplie les dispositifs pour empêcher la fraude. Regardez par exemple l'encre. L'encre, elle coûte cher, alors que, bon, apparemment, elle n'apporte pas une garantie suffisante de sécurité, etc. Donc, il faut travailler à réduire les coûts des élections. On le dit, mais concrètement, on ne voit pas encore les résultats des efforts qui seraient faits pour réduire le coût des élections. Au contraire, les coûts ne font qu'augmenter. Et d'où la nécessité de repenser le système. C'est ce que nous évoquions tout à l'heure en rappelant la proposition qui a été faite par le professeur Bado-Laurent. Et sous la Révolution aussi, bon... on montait sur une barrique. Et puis les gens voilà, c'est ça. Bon, avec des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est quoi? Ça coûte rien. Mais en même temps, est-ce que la liberté de choix est véritablement assurée? Donc, il y a vraiment un équilibre à tenir à ce niveau-là. Donc, le champ des possibilités est quand même assez large. Il appartient aux acteurs, surtout dans cette période-là, de réfléchir à quel genre de système nous voulons et d'y aller. Parce que, bon, moi, ce qui me dérange, c'est que, bon, on critique les intellectuels, entre guillemets, on critique surtout les juristes, entre guillemets, mais qui prend la décision? Ce sont les hommes politiques. Voilà. Donc, c'est à eux de dire quel genre de système politique nous voulons, qui serait en phase avec les desiderata de la population. Alors, dans le cadre de l'étude que vous avez menée, est-ce que vous êtes abouti à des propositions au niveau du Burkina Faso, et lesquelles? À l'endroit de la CENI, les propositions que vous avez pu reformuler, est-ce que vous êtes arrivé à des pistes de solutions proposées, et lesquelles? Non, je pense que la recherche n'a pas encore débouché sur ce point précis. Parce que dans un premier temps, il s'agissait de mettre à la disposition les expériences variées des autres pays qui ont traversé des crises. Voilà, c'est ça. Et maintenant, c'est au Burkinabé de dire, tenant compte de notre contexte, voilà ce qui pourrait marcher, voilà ce qui pourrait marcher. Et j'ai beaucoup aimé la tenue de cette rencontre sous-régionale, parce qu'il y a eu effectivement des représentants de pays voisins, par exemple celui du Niger, qui a même proposé à la CENI de venir voir chez eux comment ils ont fait. Parce que, quoi qu'on dise, hein, le Niger, c'est quand même
relativement un modèle de stabilité dans un environnement sécuritaire difficile, comparable à celui qui prévaut dans notre pays, mais ils ont quand même réussi à juguler le phénomène. Donc, ils ont dit à la CENI du Burkina, venez voir chez nous, et je pense que c'est ce genre de partage d'expérience-là qui permet effectivement d'avoir des solutions contextualisées burkinabé. Et je crois savoir que ce qui est prévu dans le cadre du projet de IFES, c'est que effectivement le travail puisse être contextualisé sur la base de discussions avec des acteurs burkinabés, société civile, partis politiques, et qu'il y ait aussi d'autres discussions en dehors de Ouaga, dans divers contrées qui connaissent cette situation de sécurité, pour voir qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher dans le contexte burkinabé. D'accord. Donc il s'agit de présenter plusieurs schémas. Oui, voilà, c'est ça. Et le Burkina adapte en fonction de... Il y a un processus d'adaptation qui sera conduit certainement par IFES. D'accord. Avant cela, vous aviez été en Nouvelle-Calédonie pour aider aussi là-bas. Là-bas, les enjeux, c'était quoi? Vous savez, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Hein. C'est la France, c'est un territoire français, mais dans lequel il y a eu un mouvement j'ai envie de dire de libération nationale, quoi. Il y a eu des affrontements, une quasi-guerre civile, et ça s'est terminé par des accords. Vous voyez, partout où il y a la violence, c'est soit on continue jusqu'à l'élimination d'une des parties, ou alors on s'assoit autour de la table de discussion. Et il y a eu des accords, et dans le cadre de ces accords, ils ont prévu l'organisation de référendums. Voilà. Et le gouvernement français a demandé à l'ONU, ce qui est vraiment très rare, d'accompagner ce processus, et c'est dans ce cadre-là que je suis allé. Voilà. Donc là, c'était pour les élections également de sortie de crise. En quelque sorte, parce que bon, l'idée c'était de demander aux populations si elles veulent oui ou non l'indépendance. Voilà. D'accord. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Monde Politique, nous partons pratiquement vers la fin du temps imparti qui nous a été confié. Mais en ce qui concerne le processus électoral au Burkina, on retient qu'il faut naturellement opérer des réformes, également opérer des réformes au niveau des partis politiques. J'insiste sur les questions de partis politiques parce qu'au jeu de l'opinion, c'est la question essentielle qui revient. Vous avez été dans un parti politique, vous avez même été président de parti politique. Alors, est-ce que des règles peuvent être édictées du dehors pour que les partis politiques acceptent d'appliquer dans leur sein? C'est-à-dire, dans la création de votre parti, on vous dit, bon, pour le choix des cadres, voilà ce qu'il faut respecter comme critère et tout. Est-ce que ça va être possible dans le contexte burkinabé de respecter une telle situation? Bon, je ne dis pas de réglementer jusqu'au détail. Okay. Je pense qu'il y a des principes de gouvernance que la République doit édicter, parce que moi, je n'ai pas du tout envie d'être dirigé par un président issu d'un parti mafieux. C'est une expression peut-être extrême, mais je veux dire par là que si on veut que la démocratie fonctionne, on ne peut pas ne pas regarder dans la cuisine des partis politiques. Voilà. Donc c'est ce que vous voulez dire en conclusion? Oui, c'est ce que je veux dire. Voilà. D'accord. C'est aussi la fin de cette émission parce que le temps qui nous a été accordé est terminé. Nous vous disons merci d'être venu. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Madame, Monsieur, nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis. Au revoir et bien des choses chez vous et rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique.